de 3 couloirs, d'un salon, de 3 chambres avec douche intérieure chacune. Et concernant les attentes, j'ai pu déjà maîtriser 2 cérémonies de conférence. Une lors de la conférence initiative jeune Mali-Côte d'Ivoire. Une deuxième le 20 janvier passé lors d'une activité organisée à l'occasion de la fête de l'armée malienne. Et ce soir, je sers de modérateur dans une activité qui regroupe plus de 15 pays. Donc, je peux affirmer sans l'ombre de doute que j'ai été impacté et métamorphosé. C'est pas tout, mais vu la contrainte du temps, nous allons continuer avec le point suivant, la conférence. Alors, à présent, nous allons poursuivre avec notre invité spécial, celui sans qui cette rencontre n'aurait presque pas été possible. Il est avec nous depuis la terre ferme, je vais dire depuis le début, chose qui est à saluer. C'est tout à son honneur. Merci. Issu d'une famille où le commerce est une tradition ancestrale, il appartient à une ethnie arabo-berbère pour qui nomader, voyager et prendre des risques est presque génétique. Fils et petit-fils de commerçants, contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, il passait ses vacances au pays, le Mali, dans des villes comme Tombouctou, Mopti ou Gao, et après l'école coranique, il passait du temps dans la boutique de son père qui était négociant dans le textile, d'où son goût pour l'entrepreneuriat. Un oncle qui l'amenait en tournée pour la promotion de la boutique de son père. Dans des petits villages, il vendait, faisait la recette et dormait à la belle étoile. Né le 27 août 1967 à Niamey, au Niger, où il commence ses études, puis dans son pays d'origine, le Mali, ensuite en France, à Marseille, et enfin aux États-Unis, où il obtient son master en gestion et finance à l'Université de San Francisco en Californie. Aujourd'hui, il est quasi impossible de parler du Mali sur le plan économique sans le mentionner. Homme d'affaires à succès éblouissant et inébranlable, un cadre dans le domaine des affaires. Avec plus d'un quart de siècle d'expérience, il a bénéficié d'un excellent apprentissage de la part de son père et possède une solide formation familiale, sociale et universitaire. Président du CNPM, Conseil national du patronat du Mali depuis octobre 2022 et fondateur de la chaîne hôtelière Azalaï, l'une des rares chaînes hôtelières 100% africaines implantées sur le continent. Il débute cette aventure en 1993 avec la création de la SMPH, Société malienne de promotion hôtelière en 1994 et le rachat de l'hôtel de Bamako qui est mis en vente par le gouvernement malien qui le rénove et refaçonne avec toutes les commodités pour répondre aux exigences des clients. En 2000, face au succès écrasant de cette première tentative, il se lance dans la construction d'un deuxième hôtel, l'hôtel Salam, et devient par la suite le gérant de l'hôtel Nord-Sud, tous deux à Bamako. Vu son ambition d'établir une présence dans toute l'Afrique de l'Ouest, d'où en plus du Mali, la chaîne hôtelière Azalaï est actuellement présente en Guinée, au Burkina Faso, au Bénin, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire et se prépare aujourd'hui à ouvrir très bientôt au Sénégal, au Niger et au Cameroun. Surnommé le roi des hôtels, son groupe emploie plus de 4000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de plus de 40 millions de dollars en 2008. À travers le groupe Azalaï Hotel qui s'est forgé une réputation internationale basée sur la qualité de ses services, de son accueil, de ses infrastructures constamment rénovées et de la gestion et de la rigueur dans sa gestion, il s'efforce de donner une vision positive et concurrente de l'entreprise africaine. Si son engagement vise même en partie à inspirer la plus jeune génération, alors à la question de savoir s'il a déjà réussi, je dirais sans hésiter oui, car il est perçu tel un vrai symbole de réussite par cette jeunesse. Président du Conseil national du patronat du Mali, fondateur et PDG du groupe Azalaï Hotel, la chaîne hôtelière phare de toute l'Afrique de l'Ouest, homme d'affaires à vision illimitée et au talent extraordinaire,
qui a donné au continent africain un visage de conquérant. Mesdames et messieurs, chers leaders, monsieur Bali Mossadegh, qui va nous entretenir sur une thématique chère à son cœur, oser réussir en Afrique. Merci, monsieur Bali, vous avez les rênes. Merci beaucoup, Monsieur Sangaré, pour cette introduction très élogieuse. Je voudrais saluer toute l'assistance, tous ceux qui sont connectés en ce dimanche soir. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette conférence et d'échanger mon expérience avec la jeunesse malienne et la jeunesse africaine. Alors, vous avez tout dit sur mon parcours, hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus. J'aimerais partager quelques enseignements que j'ai tirés de ce parcours entrepreneurial. Vous l'avez dit, je suis né dans une famille où entreprendre est une seconde nature, hein, puisque je suis issu d'une famille de commerçants et d'entrepreneurs. Et donc, très tôt, j'ai embrassé, j'ai développé un intérêt pour ce parcours. Alors, ce parcours, c'est pas un parcours facile. Comme je l'ai dit souvent aux jeunes qui m'approchent et pendant mes conférences, je dis toujours que pour ceux qui veulent se lancer dans le parcours entrepreneurial, il y a quelques étapes à franchir. La toute première, c'est d'abord faire son introspection, c'est-à-dire se poser des questions, des bonnes questions et tenter d'y répondre. Moi, je me suis posé la question de savoir si, après mes études, si je voulais effectivement devenir un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? C'est un homme, une femme qui a une vision et qui prend des risques et qui se fait entourer pour réaliser sa vision. Et donc, il faut faire cela, c'est important parce il faut pas rentrer dans l'entrepreneuriat par imitation ou par mode. Il faut y entrer parce que on a une passion pour ce parcours-là, parce que on a envie de réaliser une vision. Donc, ça, c'est la première étape. Lorsque vous voulez embrasser ce parcours entrepreneurial, c'est de faire une introspection, de prendre le temps de vous poser les questions et d'y répondre. Parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur, mais il nous faut beaucoup d'entrepreneurs pour développer nos pays. La deuxième étape, une fois que vous avez répondu à cette question existentielle, de savoir si je suis fait pour être un entrepreneur, si j'ai envie de devenir un entrepreneur, si je connais la difficulté du parcours et j'ai envie de faire le parcours, c'est d'avoir la vision. Moi, j'ai fait mes premières armes dans le négoce. C'est-à-dire mes 10 premières années comme entrepreneur, c'était dans le négoce. Et très rapidement, j'ai compris qu'on ne pouvait pas avoir un impact économique et social uniquement dans le négoce. On peut beaucoup apprendre par contre. Et moi, j'ai beaucoup appris dans le négoce à côté d'un grand homme qui était mon père, qui m'a beaucoup appris le métier et les ficelles de l'entrepreneuriat. Mais acheter et vendre, ça ne développe pas un pays. C'est nécessaire, mais ça ne développe pas un pays. Ce qui développe un pays, c'est être dans des activités à très forte valeur ajoutée. Et c'est là qu'en 1993, j'ai décidé de me lancer dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie parce que d'abord au Mali, il n'y avait pas d'hôtel de qualité, notamment à Bamako, et quand je recevais mes fournisseurs qui venaient me rendre visite et nous vendre les produits qu'on importait et qu'on distribuait, notamment le riz, le sucre, le thé, tous ces produits de grande consommation, ces fournisseurs se plaignaient de la qualité des hôtels.
Donc, ça m'avait déjà donné, disons, une certaine curiosité et j'ai commencé à faire des recherches sur cette industrie de l'hospitalité. Ensuite, le Mali sortait de mars 91, donc changement de régime, d'élection démocratique 1992. Donc, c'est un pays qui a attiré beaucoup de monde et notamment beaucoup d'investisseurs, mais il n'y avait pas de structure hôtelière digne de ce nom. Donc, ce sont et je voulais aussi, moi, être dans une activité à très forte valeur ajoutée. Et l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie est la première industrie au monde en termes de création d'emplois et de richesses. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'industrie de l'hôtellerie. Donc, j'ai créé la Société malienne de promotion hôtelière. Nous avons soumissionné pour l'appel d'offres de privatisation du Grand Hôtel de Bamako que nous avons gagné avec un prêt que la SFI nous a fait, filiale de la Banque mondiale pour le secteur privé. Nous avons rénové cet hôtel. Ça a très bien marché. Ensuite, l'État du Mali nous a vendu le terrain où on a construit l'hôtel Salamé. Bon, ce parcours, M. Sangaré l'a bien décrit. Donc, la première étape, c'est l'introspection. La deuxième étape, c'est la vision. Moi, j'ai trouvé ma vision dans l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme. Mais nous sommes dans des pays, et notamment le Mali, où il y a beaucoup de secteurs où on peut évoluer à très forte valeur ajoutée. Le Mali, par exemple, est une puissance agricole endormie. Dieu nous a dotés d'un vaste pays, 1 241 000 km². Ça a été décrit en introduction. Nous avons l'un des pays qui a les ressources hydriques les plus élevées au monde. Nous avons beaucoup d'eau sur la surface de la Terre et beaucoup d'eau en dessous de la Terre. Nous avons des parties qui ont une bonne pluviométrie. Nous avons du soleil 365 jours de l'année et surtout, nous avons une population très jeune. 70% de la population a moins de 30 ans. Donc, ce qui fait de nous une puissance agricole endormie. Et il faudrait vraiment que nous puissions, les jeunes s'intéressent à l'agrobusiness, à l'agriculture, à l'élevage et la pêche. Souvent, les jeunes pensent que c'est une activité qui n'est pas valorisante. Je peux vous dire, hein, et vous pouvez étudier l'histoire économique du monde, de l'humanité, vous ne verrez pas un seul pays qui a réussi son décollage économique sans d'abord avoir développé son agriculture, son élevage et sa pêche. Parce que c'est une population qui est bien nourrie, qui ensuite passe au stade secondaire qui est industrialiser le pays. Donc, lorsque vous, les jeunes, vous allez chercher votre vision, regardez dans le domaine de l'agrobusiness, il y a aussi d'autres domaines, le tourisme, malheureusement avec l'insécurité, nos richesses touristiques telles que le pays d'Ogon, Mopti, Djenné, Tombouctou ne sont plus accessibles, mais nous prions Dieu le Tout-Puissant de nous aider à sortir de cette crise qui dure depuis une décennie et profiter de ce potentiel touristique que nous avons. Nous avons les nouvelles technologies. C'est une mine aussi où les jeunes Maliens peuvent s'investir. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de compétences en la matière. Nos jeunes gagnent souvent des concours tels que le concours robotique que des jeunes Maliens ont gagné à Dakar il y a pas longtemps. Bien sûr, il y a l'industrie extractive. Le Mali, le sous-sol malien est très riche. Vous l'avez dit en introduction, troisième producteur d'or en Afrique. C'est une industrie qui j'aime pas beaucoup parce que malheureusement, ça a un impact très négatif sur l'environnement. Et c'est une industrie qui demande beaucoup de capitaux, beaucoup de compétences que nous n'avons pas. Et ce sont des grandes multinationales qui viennent et souvent, la répartition n'est pas très équilibrée. Mais ça reste quand même une richesse que nous pouvons développer. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer le lithium. Je pense que si nous avons un code minier qui protège notre environnement, si nous formons nos jeunes, il est grand temps d'avoir, par exemple, une école des mines à Caille, qui est quand même la région par excellence des mines, pour former nos jeunes au lieu que les miniers aient à importer des compétences. Et donc, on peut vraiment profiter
on peut vraiment profiter des mines. Donc, le Mali a des atouts fantastiques dans l'agriculture, dans toutes les productions agricoles, agriculture, pêche, élevage, dans l'industrie extractive, dans le tourisme, dans les antiques. Donc ça, ce sont des domaines dans lesquels les jeunes peuvent vraiment se lancer lorsqu'ils vont chercher leur vision entrepreneuriale. Donc, introspection, vision, et ensuite, il faut une stratégie. Il faut une stratégie. Quand vous avez décidé que le parcours entrepreneurial est fait pour vous, vous avez envie de devenir entrepreneur, que vous avez trouvé votre vision, il vous faut une stratégie. Moi, ma stratégie, c'était pas d'être simplement un investisseur dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Je voulais non seulement acheter ou construire des hôtels, mais aussi développer euh, une chaîne hôtelière africaine avec une marque africaine gérée par des compétences africaines. C'était ça notre vision à Azalai Hotels. Donc, lorsque nous avons eu euh, 3 hôtels à Bamako, le Grand Hôtel de Bamako, l'Hôtel Salam et l'Hôtel Nord-Sud, et lorsque nous avons repris l'Hôtel Indépendance à Ouagadougou, nous nous sommes dit que nous avons l'embryon d'une chaîne panafricaine. Donc, nous avons fait appel à une agence de communication, DFA, qui nous a proposé plusieurs noms et nous avons fait un brainstorming dans notre groupe et nous avons choisi Azalai, qui signifie la caravane de sel, qui va de Taoudeni, donc en plein désert malien, jusqu'à Tombouctou, et les barres de sel étaient chargées dans des petites pirogues pour aller à Mopti, où c'était échangé contre des céréales dans les temps immémoriaux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la monnaie, on vend du sel et on achète des céréales. Donc, Azalai, pour nous, symbolisait le voyage, l'hospitalité, l'endurance, et c'est comme ça que nous avons choisi Azalai. Et nous nous sommes dit que nous pouvons nous développer avec cette marque-là. Et c'est comme ça que nous avons passé 10 ans au Mali sans sortir du Mali. Donc, notre stratégie, c'était d'abord de nous renforcer au Mali. Moi-même, je ne suis pas un hôtelier, je suis un financier, j'ai fait des études supérieures en finance et je me suis toujours fait entourer d'hôteliers, de professionnels. Donc, après 10 ans, en 2004, nous sommes sortis du Mali pour aller au Burkina, en Guinée-Bissau, au Bénin, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire. Et cette année, nous ouvrons notre hôtel. Dans 2 mois, nous ouvrons Azalai Hotel à Dakar. Donc, nous avons osé, nous avons pris des risques. Moi, j'ai pris des risques en quittant le métier de mon père, de mon grand-père, et je me suis lancé dans une industrie à très forte valeur ajoutée qui crée beaucoup d'emplois. Nous avons créé plus de 4000 emplois directement et indirectement. Nous faisons travailler beaucoup de fournisseurs donc, locaux. Donc, nous avons, disons, un impact sur le tissu économique. Nous faisons rentrer des devises parce que nos clients payent avec des devises. Nous faisons travailler beaucoup d'autres industries, les banques, par exemple, qui nous prêtent de l'argent, les entreprises de construction qui construisent les hôtels, les sociétés de sécurité, les sociétés de nettoyage, les sociétés de gardiennage, les loueurs de voitures, les taxis. Donc, c'est vraiment quand vous construisez un hôtel dans un pays, dans une ville, cet hôtel fait travailler beaucoup d'autres fournisseurs. Donc, l'impact économique et social est extrêmement important. Et nous avons osé, il faut oser investir dans nos pays. Parce que c'est en investissant qu'on crée des emplois. Et c'est en créant des emplois qu'on développe un pays. Parce que vous créez des emplois, ceux qui ont des emplois ont un pouvoir d'achat, ils consomment et ils font vivre une industrie. Donc, il faut faire votre introspection pour ceux qui veulent se lancer dans le parcours entrepreneurial. Encore une fois, comme j'ai dit, ce n'est pas un parcours facile, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que c'est important de faire l'introspection. Une fois que vous avez décidé de vous lancer,
Il faut avoir une vision et aller dans des secteurs qui créent de la valeur ajoutée, qui créent de l'emploi. Vous pouvez commencer comme moi je l'ai fait en faisant du négoce, en achetant, en vendant, en vous constituant un capital, en apprenant le métier, mais ayez toujours comme ambition de vous investir dans une activité productrice de valeur ajoutée et d'emploi. Et ensuite, votre stratégie, il faut la développer, il faut la mettre en place pour développer votre vision. Comme je vous ai dit, nous, notre stratégie, c'était de se renforcer d'abord au Mali. On a fait 10 ans avant de sortir et maintenant, notre stratégie, c'est de nous développer en Afrique de l'Ouest avant d'aller en Afrique centrale. Nous avons notre premier projet en Afrique centrale, notamment à Douala, au Cameroun. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous pouvez me dire, bon, ben, une fois qu'on a fait l'introspection, on a la vision, on a lancé son entreprise, on a la stratégie, on fait quoi? Quelles sont les qualités, quelles sont les valeurs entrepreneuriales d'un entrepreneur? Ben, la première des qualités absolument indispensables pour un entrepreneur, c'est la résilience. Parce que c'est un parcours d'obstacles. Vous franchissez un obstacle et le prochain se présente à vous. Il faut être absolument résilient, sinon vous ne pouvez pas réussir dans ce parcours. C'est un combat de tous les jours pour développer une entreprise. La deuxième qualité, c'est la patience. Moi, ça fait presque 4 décennies que je gère des entreprises. Azala, je l'ai créé en 1993, donc ça fait 30 ans. Ce n'est que maintenant qu'on parle de moi. Donc, je me suis pas fait en 30 jours ou en 30 mois. Et souvent, les jeunes pensent que la réussite doit venir immédiatement. Non, la réussite ne vient pas immédiatement. Et lorsqu'une réussite vient immédiatement et facilement, c'est un mirage, c'est pas une réussite. Les choses pérennes, les plus belles choses, on les obtient après l'effort et dans le temps. Donc, ne soyez pas pressés, soyez patients. Une autre des qualités, c'est de se faire entourer de gens très compétents. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai fait une business school. Je me suis spécialisé en finance, donc je sais faire un business plan, je sais parler à des banquiers, mais je ne savais pas gérer un hôtel, même si aujourd'hui je sais ce que c'est. Donc, souvent les jeunes pensent que parce que j'ai créé l'entreprise, je dois gérer l'entreprise. Ne faites pas cette erreur-là. Lorsque vous ne savez pas, il faut prendre des gens qui savent et qui peuvent vous aider à développer votre entreprise. Une autre des qualités fondamentales, c'est la rigueur. Rien n'est possible sans rigueur. Rien, absolument rien. Il faut être absolument rigoureux, professionnel pour réussir dans le parcours entrepreneurial. Souvent, les jeunes pensent que les choses viennent d'elles-mêmes et que c'est pas grave de ne pas être trop rigoureux. Non, non, il faut être très, très rigoureux, très professionnel si vous voulez bâtir quelque chose. Une autre des qualités pour un entrepreneur, c'est l'honnêteté. C'est fondamental. Et quand je dis honnêteté, c'est d'abord l'honnêteté intellectuelle. Par exemple, dire je ne connais pas, je vais chercher une compétence. Ça, c'est une honnêteté. Ensuite, bien sûr, l'honnêteté vis-à-vis des autres. Quand vous prenez des engagements, il faut les respecter. Et quand vous avez des problèmes, allez-y voir, par exemple, votre banquier, si vous avez emprunté, ou bien vos fournisseurs que vous ne pouvez pas payer pour dire, j'ai des problèmes, je vous demande de m'accompagner, d'être patient. Donc, l'honnêteté est quelque chose d'extrêmement important. Donc, voilà les valeurs qu'un entrepreneur doit avoir pour réussir son projet entrepreneurial. La résilience, la patience, se faire entourer de gens très compétents, les meilleurs, si possible, être honnête, être rigoureux, être professionnel, et vous enrobez tout ça avec une valeur qui s'appelle la passion. Vous savez, quand vous n'êtes pas passionné en toute chose dans la vie, pas uniquement d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, c'est difficile de réussir. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire avec passion, avec amour. Et c'est comme ça qu'on a une chance
de réussir. Que vous soyez un entrepreneur, un footballeur, un menuisier, un électricien, vous devez faire votre métier avec beaucoup de passion si vous voulez réussir. Donc, c'est ça les valeurs cardinales d'un entrepreneur. Alors, pourquoi oser en Afrique? Vous savez, l'Afrique, c'est aujourd'hui le seul continent qui n'a pas encore réussi à développer son potentiel économique. C'est le continent de loin le plus riche des 5 continents. C'est le continent qui a 60% des terres arables de la planète Terre. C'est le continent qui, dans 25 ans, va atteindre 2 milliards et demi de personnes, dont 70% seront jeunes. C'est le continent qui a du soleil, c'est le continent qui a de l'eau, c'est le continent qui a des ressources minières que tous les autres pays convoitent. Mais c'est la population la plus pauvre. Et ça, c'est une anomalie. Et pour renverser ce paradigme, pour renverser cela, il n'y a pas d'autre solution. Il faut investir, il faut transformer. Au lieu que la Côte d'Ivoire soit un pays exportateur de cacao, il faut que la Côte d'Ivoire soit un pays producteur de chocolat. Au lieu que le Mali soit un pays producteur et exportateur de coton, il faut que le Mali soit un pays qui fabrique des t-shirts et exporte des t-shirts. Au lieu que la Guinée soit un pays qui exporte de la bauxite, il faut que la Guinée soit un pays qui exporte de l'aluminium, des fenêtres et des portes en aluminium. C'est ça qui va développer l'Afrique. C'est pas... Et les autres ne développeront pas l'Afrique. Et je vois tous ces grands débats, la France, la Russie, la Turquie, tout ça. Ils viendront jamais développer l'Afrique à la place des Africains. Et je prends un exemple d'un pays qui, en moins de 2 générations, est passé du statut d'un pays extrêmement pauvre à la deuxième puissance économique du monde aujourd'hui, la Chine. En 1978, donc il n'y a pas longtemps, il y avait la famine en Chine. Les Chinois mouraient de faim dans les provinces. Et la Chine était aussi pauvre, sinon plus pauvre que le Mali. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique et peut-être même la première puissance économique du monde. Et comment ils sont arrivés? Et en moins de 2 générations. Comment ils y sont arrivés? Ils se sont juste dit, avec Deng Xiaoping, après la mort de Mao, nous allons garder nos systèmes politiques centralisés avec un seul parti. Chaque pays peut décider ce qu'il veut, hein? Mais la Chine, c'est ça qu'ils ont décidé. Et nous allons ouvrir notre économie à des investissements productifs et ils ont commencé à faire des zones économiques spéciales. Et les premiers à investir dans les zones économiques spéciales en Chine, ce n'est pas les Chinois qui vivaient dans le pays parce qu'ils n'avaient pas d'argent. C'est la diaspora chinoise qui était aux États-Unis, en Amérique, en Europe, à Hong Kong, à Taïwan. C'est eux qui sont venus installer des usines dans les zones économiques spéciales où on leur donnait une exonération de tout. Et du coup, les paysans pauvres qui mouraient de faim dans les provinces chinoises ont immigré vers ces zones économiques. Donc, la Chine est devenue l'usine du monde parce que la main-d'œuvre était chère, était la moins chère dans le monde entier. Et pour accompagner cela, l'État investit massivement dans l'éducation. Voilà les 2 piliers du miracle chinois. Libéralisation économique, investissement dans les secteurs productifs et éducation de la population. En moins de 2 générations, un pays extrêmement pauvre est devenu quasiment un pays développé. Nous pouvons réussir ce pari sur le continent africain. Il faudrait que nous libéralisions nos économies, que nous construisons des infrastructures et que nous ayons des investissements productifs. L'Afrique, productrice et exportatrice de matières premières, nous pouvons faire 100 000 ans dedans, ça ne développera jamais l'Afrique. Tout ce qui va développer l'Afrique, c'est de transformer localement. Et pour ça, il nous faut des politiques économiques de qualité,
il nous faut des zones économiques spéciales, il nous faut des infrastructures, il nous faut surtout investir massivement dans l'éducation des jeunes Africains, leur donner des formations techniques et professionnelles et des formations en sciences. Et bien sûr, il nous faut une gouvernance politique publique vertueuse, des dirigeants qui servent leur peuple et non qui se servent. Et donc, il faut oser cela. Les jeunes Africains doivent oser cela, que ce soit les jeunes Africains qui sont sur le continent ou bien les jeunes Africains qui sont dans la diaspora. Sans cela, on ne peut pas se développer. Ce n'est pas des slogans politiques ou bien non, non, il faut quitter le camp d'une telle puissance pour aller dans le camp de telle puissance qui va développer l'Afrique. C'est oser l'Afrique, c'est réussir en Afrique, c'est investir dans la production, c'est industrialiser l'Afrique, c'est éduquer les jeunes. C'est ça qui va développer ce magnifique continent qui a tout pour réussir et dont la population est la plus pauvre de la planète. Et j'engage la jeunesse africaine, la jeunesse malienne, la jeunesse africaine à oser réussir sur le continent, à investir sur le continent, à investir dans les secteurs productifs, à s'éduquer et à mettre la priorité absolue sur l'éducation. Vous allez voir, si on fait ça, comme la Chine, en moins de 2 générations, nous allons être le continent le plus développé des 5 continents. Merci beaucoup, Monsieur Sangaré, de m'avoir donné cette opportunité de partager mon parcours entrepreneurial et de partager mes idées sur le futur économique et social de notre cher continent. Merci beaucoup, monsieur.